Bienvenue les amis dans ce nouveau JT du grenier. Je fais le point sur mes petites marmottes. De la sagesse, l'autofocus étant autofoqué, nous allons parler aujourd'hui de la France peut-être bientôt dégradée et peut-être une nouvelle crise de la dette et la France peut-être bientôt au cœur de la tempête, c'est ce qu'on entend. En tout cas, beaucoup ces derniers jours, il y aurait même une panique à Bercy, ça serait la panique à l'Élysée. Alors on va voir dans ce JT réalisé sans montage, sans trucage, sous la surveillance des petits singes de la sagesse et de leurs copines les marmottes. Et grâce à mes poules de cristal, vous allez voir, ça va peut-être être un tout petit peu plus nuancé que ce qu'on vous dit actuellement sur la gravité de la situation. Alors oui, la situation elle est grave. En termes de finances publiques, c'est assez dramatique et donc on va évidemment vers une crise de la dette. Ça, c'est sûr. Mais cette crise de la dette, elle va pas forcément avoir lieu là, maintenant, tout de suite. Et je m'en vais partager quelques réflexions avec vous à ce sujet. L'État en situation de faillite, c'est Éric Ciotti, le gars des Républicains, qui nous dit que la France est presque en situation de faillite. Le problème, c'est évidemment pas de le dire. Ça, une fois qu'on a dit que la France était mal barrée, ou mal emmanchée, ou mal engagée en termes de finances publiques, on est tous d'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'on réduit ? Et dans les propos d'Éric Ciotti, qui est dans l'opposition tout de même, il n'y a aucune discussion qui va se faire sur ce qu'on doit réduire, ce qu'on peut augmenter, bref, ce qui va relever de la solidarité nationale indispensable et puis ce qui pourrait relever de la responsabilité individuelle et personnelle qu'on ne doit jamais éluder. Donc dans des finances publiques bien tenues, on doit faire le choix collectivement de ce qui relève de la solidarité nationale et ce qui relève bien entendu de la sphère personnelle, de la responsabilité individuelle. J'ai mal à la tête, je peux acheter mon pot de Doliprane, je n'ai pas mal, j'ai un cancer, je peux évidemment pas m'offrir les soins. Donc c'est tout ça qu'il faut évidemment discuter. Là, c'est juste un micro-exemple pour illustrer ce que c'est que la solidarité nationale d'un côté, les risques majeurs auxquels la solidarité nationale se doit de répondre parce qu'individuellement, nous ne sommes pas capables d'assumer de tels risques, et puis les petits risques qui relèvent évidemment, mais petits risques, mais grosses dépenses quand c'est multiplié par des dizaines de millions, qui relèvent de la responsabilité individuelle. Tout ça, ce sont des vrais sujets, et puis il y a la manière dont on dépense l'argent, tout ce qu'on peut faire. Par exemple, dans l'hôpital, vous avez, si vous regardez les dépenses les dépenses salariales, la masse salariale de la fonction hospitalière, elle est en hausse, alors que le nombre de médecins est en baisse, et les médecins n'étant pas terriblement mieux payés aujourd'hui dans la fonction hospitalière qu'hier, cette augmentation de la masse salariale, elle est liée au fait qu'on a de plus en plus de contrôleurs et de gens qui viennent contrôler les médecins et qui remplissent des tableurs Excel pour savoir combien coûtent les médecins, que de médecins qui soignent. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut discuter et c'est ce que devrait dire M. Ciotti plutôt que de nous expliquer que la France est en faillite. Et puis c'est ce que devrait dire également M. Moscovici, c'est le président de la Cour des comptes, qui lui dit « Ah ben non, la France, elle n'est pas en faillite ». Alors toutefois, il juge la situation des finances publiques très préoccupante, mais nous ne sommes pas en faillite. D'un point de vue purement technique, M. Moscovici a tout à fait raison, la France n'est pas en faillite, de la même manière que le mourant en phase terminale est toujours en vie tant qu'il n'est pas mort. Excusez-moi pour cette petite image pas forcément très joyeuse, mais vous l'avez compris, le problème c'est la trajectoire des finances publiques et cette trajectoire elle est totalement hors de contrôle et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. On n'arrive pas à baisser les dépenses, on n'arrive pas à baisser le déficit, on n'arrive pas à baisser les dettes. Enfin, nous, c'est pas nous, c'est les grands mamamouchis qui nous dirigent. Alors, les mesures à prendre pour éviter la faillite sont sensiblement identiques aux conséquences de la faillite elle-même. Cette affirmation, je m'en vais essayer de l'expliciter, mais c'est une idée que je répète depuis des années. Les mesures à prendre pour éviter la faillite sont sensiblement identiques aux mesures à prendre
enfin aux mesures qu'on sera obligé de subir quand on aura fait faillite. Comment s'organisent les dépenses publiques? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre pour comprendre cette affirmation. Le sujet, c'est la nécessité de décider ce qui doit croître et décroître. Je rappelle que si jamais on fait faillite, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour vous prêter. S'il n'y a plus personne pour vous prêter, c'est que vous ne pouvez plus dépenser que ce que vous avez. Vous ne pouvez plus dépenser ce que vous n'avez pas, puisqu'il n'y a plus de prêteurs sur les marchés financiers, puisque vous êtes en situation de faillite. Alors la seule manière de dépenser plus que ce que l'on gagne, c'est quoi? Eh bien, c'est le recours à l'impression monétaire. Alors l'impression monétaire, c'est jamais neutre, hein. C'est-à-dire que si vous imprimez des billets, et si c'est votre banque centrale qui termine vos fins de mois, il n'y a aucun problème, mais ça finit par avoir un impact sur la valeur de votre monnaie, et donc vous avez un ajustement monétaire, et donc vous avez une dévaluation, une dévalorisation de votre monnaie par rapport aux autres monnaies, mais c'est impossible aujourd'hui puisque nous sommes dans la zone euro, que nous n'avons pas notre banque centrale, et à partir du moment où nous n'avons pas notre banque centrale, de toute façon nous ne pouvons pas faire nous-mêmes un propre ajustement monétaire, et donc rendre via des dévaluations le fardeau de la dette plus facilement gérable. Ça veut dire que si on faisait faillite, on serait obligé de fonctionner en ligne créditrice. Mais si on voulait éviter la faillite, eh bien, il faudrait aussi qu'on fonctionne en ligne créditrice. Donc finalement, il y a très peu de chances que le gouvernement prenne ce gouvernement et les suivants, comme ceux qui l'ont précédé, prennent les bonnes décisions, puisqu'en réalité, encore une fois, les mesures à prendre pour éviter la faillite sont sensiblement identiques aux conséquences de la faillite elle-même. Alors, autant ne pas se faire mal tout de suite et aller jusqu'au bout du processus. Encore quelques instants, madames et messieurs les marchés et les bourreaux, donnez-nous encore un petit peu de temps, on ne sait jamais, on pourrait se rétablir. Et puis bon, finalement, vous allez voir, il y a d'autres possibilités peut-être de s'en sortir. Reprenons pour le moment les chiffres. Alors sachez que le dernier budget excédentaire, c'était 1974. On est en 2024. Et oui, c'est ça. Vous avez bien noté. 50 ans, comme votre serviteur ici présent, le dernier exercice de ce pays à l'équilibre, avec un excédent, on a dépensé un petit peu moins que ce qu'on a dépensé un petit peu moins que ce qu'on a gagné. Eh bien, c'était il y a 50 ans. Comme votre serviteur ici présent, je n'ai donc jamais connu de mon vivant, malgré ma barbe blanche, je n'ai jamais connu un budget excédentaire, je n'ai connu que des budgets déficitaires, et donc une dette qui augmente inexorablement depuis le jour de ma naissance, et chaque crise en plus que nous traversons depuis creuse un petit peu plus la dette. Alors nous avons un rythme de dette qui est de 2-3% chaque année de plus de l'équivalent du PIB, et puis de temps en temps on a des pics à 5, 6, 7, 10% en fonction des crises que nous traversons. Donc on a des accélérations, des stabilisations, des accélérations, des stabilisations, mais globalement ça augmente terriblement, effroyablement. Alors là, regardez, 2020, ça c'est le Covid, quasiment 10% de déficit. 2020, 2021, plus de 6, 2022, plus de 5, et 2023, c'était attendu à 4,8, me semble-t-il, mais ce sera probablement plus de 5,6, 5,7% de déficit, donc on sera plutôt là. Donc cette prévision-là, ça c'est la prévision officielle, elle sera plutôt par ici, et donc là encore on a un accroissement considérable de ces déficits, et chaque déficit s'accumule pour former la dette. Alors regardez, si on regarde le ratio dette sur PIB, c'est très intéressant, il semble s'améliorer, vous voyez, et oui, c'est normal, le ratio dette sur PIB, c'est que le PIB il augmente de l'inflation. Donc quand il y a beaucoup d'inflation, eh bien entendu le PIB augmente, donc d'un point de vue mathématique ça s'améliore, mais en valeur absolue ça continue à se dégrader. Simplement on a augmenté artificiellement le PIB du montant de l'inflation. Donc quand on a une inflation à 10% et que votre PIB lui il prend donc 10%, mais que votre déficit ou votre dette n'augmente que de 5%, eh bien vous améliorez facialement
la situation grâce à l'inflation qui augmente, le PIB augmente plus vite que l'augmentation de la dette. Regardez, là on est sur l'indice des prix à la consommation en base 100, et bien là on est à peu près à 105 en 2021, et puis on va aller quasiment à 120. Donc vous voyez, on a pris 15 points sur l'inflation ces dernières années, et donc tout ça augmente d'autant le PIB, donc plus, moins, égal, c'est moins grave si on regarde juste le ratio dette sur PIB, mais si on regarde la dette en montant absolu, eh bien vous voyez que ça n'est pas du tout la même chose, là ça continue à monter, vous voyez que le ratio dette sur PIB, c'est des petits bâtons qui diminuent, alors que la dette en valeur absolue, elle, ce sont des petits bâtons grands qui même, eux, évidemment, continuent à augmenter encore, et c'est que le début, d'accord, et on n'a plus assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Faut qu'on avance, mais on avance vers plus de dettes, les amis. Oui, c'est aussi karaoké, le JT du Grenier. 3088 milliards de dettes, très exactement. 3088 milliards de dettes cumulées, auxquelles s'ajoute chaque année le déficit de l'année en cours. Donc si on fait 105, voilà, on va faire un chiffre rond, d'accord, donc on va faire 200 milliards de plus cette année, eh bien ça sera 3288 milliards de dettes l'année prochaine cumulées. Donc on additionne aux dettes passées le déficit de l'année en cours qui vient faire la dette de l'année prochaine, la dette totale. Dans un contexte où les taux d'emprunt augmentent, et ces taux d'emprunt qui augmentent, eh bien, ils font augmenter ce qu'on appelle la charge de la dette, puisque cette dette ici, cumulée de 3100 milliards d'euros, arrondissons, on n'est plus à 12 milliards près les copains, cette dette de 3100 milliards d'euros, eh bien évidemment on paye des intérêts dessus. Je vous parle même pas de la rembourser, juste de payer les intérêts. Faites rapidement un calcul. Alors là, eh bien voilà, 45 milliards ou 51 milliards, tout dépend si on raisonne en termes de charge de la dette en comptabilité nationale ou en comptabilité budgétaire. En comptabilité, c'est la comptabilité budgétaire, eh bien c'est le montant qu'on va payer. La comptabilité nationale, c'est plus sympa, on prend en compte l'inflation, donc ça fait un petit peu moins. Mais enfin bon, la réalité, c'est qu'on va plutôt payer 51 milliards d'euros d'intérêts, rien que pour les intérêts de la dette. Le coût de la dette s'envole, et juste pour information, si on arrondit 3100 milliards d'euros de dette à 3%, c'est 93 milliards d'euros rien que pour les intérêts à payer chaque année. Donc pour le moment, le coût moyen de la dette française, vous voyez, avec 51 milliards d'intérêts, on n'est pas à 3%, on est plus bas. On est beaucoup plus bas. Et vous voyez le problème tout de suite, c'est que les taux d'intérêt ont monté, que notre dette va devenir de plus en plus chère, et si la note de la France était dégradée, eh bien les emprunteurs, les prêteurs vont continuer à nous prêter, mais en tant qu'emprunteur, on va évidemment payer un petit peu plus cher, puisque notre note de crédit aura été dégradée, donc on inspire un peu moins confiance, donc il y a une prime de risque dans votre crédit qui augmente. C'était ce qui s'était passé pour la Grèce, pour l'Italie, pour l'Espagne en 2009, 2010, 2011, quand il y avait eu la crise de la dette dans la zone euro. 3%, donc 93 milliards. Alors 3%, oula, j'y vais mollo, 3%, c'est pas délirant du tout, d'avoir un coût de la dette à 3%, on a déjà vu ça pendant des années, on a même connu bien pire. En France, c'est des taux bien plus élevés pour la dette de l'État. C'est 93 milliards d'euros. Mais alors 93 milliards d'euros, à quoi que c'est-il que ça correspond? C'est ça qui est intéressant. Alors regardez, là je ne sais pas si vous le trouverez, enfin bon, en tout cas vous tapez budget de l'État en milliards d'euros, compatibilité budgétaire sur le site servicepublic.gouv.fr, machin. Vous avez tous les chiffres, de toute façon ça vient de là. Les dépenses nettes de l'État. Donc la loi de finances, allez, on va faire réviser 2023. On a dépensé 524 milliards d'euros. Je vous passe les virgules, d'accord? 524 milliards d'euros. On a en recettes 358 milliards d'euros. On a un déficit de 172 milliards d'euros. Donc on a dépensé 172 milliards d'euros de plus que les 358 qu'on a rentrés et qu'on a gagnés. Pour information, l'impôt sur le revenu, c'est 89 milliards. Tout l'impôt sur le revenu que payent tous les Français, c'est 89 milliards.
c'est-à-dire moins que les 93 milliards d'intérêts qu'il faudrait payer avec une dette à 3%. Les impôts sur les sociétés payés par toutes les entreprises de France, y compris par les grosses boîtes du CAC 40, même si elles n'en payent pas assez, 62 milliards d'euros seulement pour tous les impôts sur les sociétés. Et la TVA, il n'y a que la TVA. Il n'y a que la TVA. Et alors là, en plus, je vous prends l'exécution 2022, mais en fait, on va prendre révisé 2023. Et la TVA, c'est 96 milliards d'euros seulement. C'est-à-dire que même la TVA, si le jour où on a 100 milliards d'euros d'intérêts à payer chaque année, même 100% des recettes de TVA n'y arrivent pas. Et si on rapporte les 170 milliards, je suis sympa, j'ai arrondi aux 2 milliards d'euros en dessous, les 170 milliards sur 358 et qu'on fait un petit pourcentage, en gros, on dépense 48% de plus que ce qu'on gagne. Oh là 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 là, mazette, pomalo et purée de laiton. Ça va être compliqué, oui, c'est pour pas dire de gros mots sur YouYou et sur YouTube, puisqu'il faut faire attention au langage. Et je trouve que c'est d'ailleurs une excellente idée. On gagne toujours à bien parler, donc parlons bien. Parlons bien. C'est de toute manière très agréable. Et donc, il manque à l'État 48% de ses recettes. Et oui, c'est dur, 48% de ses recettes. On ne peut pas dire que ce soit une bonne gestion. Je vous laisse imaginer si vous ramenez ça à votre situation personnelle et que vous dépensez 48% de plus que ce que vous gagnez. Je vous assure que le banquier va vous siffler très vite la fin de la partie. Alors, ça, c'était comparé par rapport aux recettes. Je voulais vous faire cette petite comparaison et vous donner quelques points comme ça de réflexion. Maintenant, on va le faire par rapport aux dépenses. 100 milliards d'euros d'intérêts, il n'y a aucun budget qui atteigne ce montant-là. L'enseignement scolaire, regardez, c'est 80... Alors ça, c'est sur le site du Sénat, budget de l'État, Sénat, voilà, vous aurez cette grande répartition. Enseignement scolaire, 82 milliards d'euros pour toutes les écoles, les lycées, les collèges, tout l'ensemble des millions de lycéens, de collégiens, d'écoliers de ce pays. 82 milliards d'euros, la défense, les chars, les porte-avions, les guerres en Ukraine, les canons César, les missiles, anti-missiles, 53 milliards seulement, c'est-à-dire 2 fois moins que la charge de la dette et le paiement des intérêts quand on sera à 3% sur le stock de la dette. Regardez le travail, par exemple, c'est-à-dire quand on parle du travail, on parle en réalité du chômage. Vous savez que les mots se sont inversés. Nous sommes dans un monde un peu légèrement dystopique et orwellien. Pour votre sécurité, nous ferons la guerre. Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Bref, et donc quand on vous parle de plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan de licenciement. Le plan de sauvegarde de l'emploi, on ne sauvegarde rien puisque c'est du licenciement. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Les mots sont complètement inversés. Et donc quand on vous parle du travail et de l'emploi, on vous parle en réalité du chômage. Ce n'est que 20 milliards d'euros. Donc si demain on arrêtait toutes les politiques autour de l'emploi, du chômage, ou de l'emploi et du travail, eh bien, on n'économiserait que 20 milliards, il resterait encore 80 milliards d'euros à trouver pour continuer à payer les intérêts de la dette. Vous voyez bien où est-ce qu'on va couper, où est-ce qu'on va trouver 100 milliards d'euros quand vous regardez tout ça. Ça va être extrêmement compliqué de trouver et de sortir 100 milliards d'euros quand on regarde ce budget-là. Donc les coupes, c'est pas des haircuts. Vous vous souvenez peut-être de ce mot pour les plus anciens, ceux qui ont vécu la crise de 2010. Les haircuts, les coupes de cheveux. Et pour parler des coupes budgétaires, un haircut, ou pour parler des coupes qu'on vous faisait sur les créances que vous déteniez. C'est-à-dire que vous aviez un peu de la dette grecque et hop, on faisait une coupe de cheveux, un haircut, et on vous coupait un certain nombre de vos avoirs. Ça, quand vous êtes épargnant, évidemment, vous détenez de la dette des États. Tous les contrats d'assurance vie aujourd'hui en fonds en euros sont investis de manière significative sur la dette de l'État français, par exemple, pour les contrats d'assurance vie en France. Donc, vous êtes exposé au haircut. Donc, si jamais la France demain ne remboursait pas, c'est les épargnants qu'elle ne rembourse pas. Alors, la note de la France va prochainement être dégradée. C'est ce que vous avez peut-être entendu, la petite musique que vous entendez aujourd'hui dans les médias. Et donc, on a une agence canadienne de rating qui s'appelle DBRS, pour Dominion Bond Rating Service. Et elle a vendredi, il y a 2 jours, donné sa note et elle a maintenu
la note de la Confirms Republic of France at AA High Stable Trend, ce qui veut dire je confirme la note double A. Vous vous souvenez, avant on avait le triple A, maintenant on n'a plus qu'un double A, on a perdu un A, il nous en reste 2, on aurait pu perdre celui-là. Eh bien non, on est AA+, si vous voulez, high, et une tendance stable, c'est-à-dire qu'on n'est pas mis sous prévision a priori négative. Je vais vous donner traduction de ce communiqué de presse et du dossier, de l'analyse de DBRS sur le site Insolentiae dans l'édito que vous pourrez lire demain, consacré d'ailleurs à cette vidéo, sur lequel je mettrai sans doute en téléchargement cette présentation. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le site insolentiae.com, à vous y inscrire gratuitement pour avoir la newsletter, puis ça me permet d'avoir votre mail et de vous écrire et de recevoir les informations de manière directe si jamais l'actualité notamment le nécessitait, et puis c'est gratuit. Donc DBRS confirme le double A de la France, et la justification, elle est assez incroyable, c'est que DBRS accepte toutes les explications du gouvernement. C'est-à-dire que la croissance de l'année prochaine, de cette année, sera bien de 1% en 2024. Le déficit budgétaire retournera bien en dessous de 3% en 2027. Bref, toutes les prévisions et toutes les hypothèses officielles et gouvernementales sont prises pour argent comptant par DBRS qui dit dans ces conditions-là, il n'y a évidemment absolument aucun problème pour la dette de la France. Voilà. Or, ce que l'on voit bien ici, c'est qu'en réalité, c'était là, on n'arrive à tenir aucun budget et que les déficits s'aggravent en réalité d'année après année, que les taux d'intérêt ont augmenté. Bref, tout ça est extrêmement complexe en termes de stabilité budgétaire. C'est loin d'être gagné. Et donc, DBRS fait un rapport qui, à mon sens, est absolument juste pas sérieux et complètement surréaliste. C'est-à-dire qu'ils auraient pu dire on maintient la note de la France parce que de toute manière, quand je me regarde, c'est pas terrible, mais quand je me compare, je me trouve nettement meilleur. Donc, pour vous le dire autrement, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et certes, les finances publiques de la France vont pas bien, mais enfin, quand on compare et qu'on pondère, finalement, c'est pas si grave que ça. Ça, à la limite, ça aurait été plus crédible que ce qu'ils expliquent là, qui est complètement ahurissant. Alors, conclusion. D'un point de vue analytique, si les taux restent élevés trop longtemps, alors une crise de la dette en France et de manière générale en zone euro est totalement inévitable. Et j'insiste là-dessus, c'est inévitable. Ce qui va faire la gravité ou la non-gravité ou la stabilité, peu importe, ce qui va faire les conséquences de cette crise qui est inévitable, c'est ce que décideront la Banque Centrale Européenne, les États, l'Union Européenne, etc. Mais la crise en elle-même, elle est inévitable. On va vers une crise, évidemment, de la dette pour la France et donc pour la zone euro, et on aura la même crise pour un certain nombre de pays comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, encore très endettée. D'un point de vue analytique, si les taux restent élevés, la charge de la dette, les intérêts de la dette vont devenir insoutenables. Attention au ratio dette sur PIB qui n'est pas efficient dans cette période inflationniste. Il baisse alors que les dettes augmentent en montant et en coût, et on va avoir un effet retard sur ce ratio qui masque à très court terme le fait que le ratio est moins gras et on va dire est presque bon. On va dire, ça se réduit, c'est quand même vachement bien, mais ce ratio va tout d'un coup se dégrader de manière extrêmement brutale, un petit peu comme un élastique qu'on tire et qu'on casse. C'est exactement ce qui va se passer. On va avoir un vrai effet retard sur ce ratio dette sur PIB, et ça va se matérialiser, je pense même pas l'année prochaine, mais sans doute plutôt 2026 sur cette notion un peu d'élastique, et d'un coup le ratio qui va peut-être prendre 5 points ou 10 points d'un coup. Nous entrons dans une période d'inflation structurelle, dans une période d'inflation qui va être beaucoup plus forte, j'en ai parlé plein de fois, avec les relocalisations, la fin de la mondialisation, une forme de démondialisation, tout ce qui est transition écologique, énergétique, etc., etc. Bref, la raréfaction des ressources, des matières, de l'énergie, les prix qui augmentent, bref, l'inflation va être structurellement beaucoup plus forte que ce qu'on a vécu ces 20 dernières années, et
les banques centrales devront choisir entre maintenir un objectif d'inflation à 2% et donc monter les taux, ou relever un petit peu cet objectif d'inflation, baisser un petit peu les taux, mais donc laisser filer en partie l'inflation et donc la valeur de la monnaie. Pour le moment, les banques centrales ne veulent pas revenir sur leur objectif de 2%. Ça veut dire des taux d'intérêt durablement plus élevés que ce que l'on peut croire, et durablement plus élevé et nettement plus élevé que ce que l'on peut imaginer et penser. Alors quand je dis que l'inflation sera plus forte, c'est pas forcément 15% tous les ans, ça sera plutôt 3-4%. Et puis les taux d'intérêt, ils seront plutôt à 2, 3, 4% également de manière historique, si vous voulez, de manière tendancielle, plutôt qu'à 0% tel qu'on a pu les connaître ces dernières années. Si les banques centrales ne baissent pas les taux, nous aurons donc un problème. Voilà. Fitch et Moody's vont réviser également la note de la France le 26 avril prochain. Et c'est là qu'il y a panique à Bercy, attention, c'est la fin du monde, les banques, les agences de notation vont sonner l'halali et la charge contre l'État français. Dans ce contexte actuel de tension avec la Russie et la nécessité de faire face d'un point de vue budgétaire aux dépenses militaires et puis le soutien nécessaire aux économies abîmées, bref, une bonne guerre, un bon quoi qu'il en coûte, mon pronostic est que la note souveraine de la dette, comme pour DBRS, ne sera pas dégradée le 26 avril prochain, que ce soit par Fitch ou par Moody's. Éventuellement, il y aura une petite perspective stable ou une perspective au pire négative, mais il y a peu de chances que la note de la France soit dégradée. Pourquoi ? Parce que ces notations et les agences de notation font un métier qui est éminemment politique, et si elles dégradent la note de la France, alors à ce moment-là, en tout cas, dans cette période-là, ça va envoyer un signe de faiblesse à la Russie, puisque ça va créer une impuissance économique et donc une impuissance militaire, puisque nous ne pourrons pas financer le coût de la guerre, les coûts de la guerre. Nous, en tout cas, en Europe, et je pense que les agences de notation ne prendront pas le risque de créer une crise de la dette au moment où nous sommes dans une crise géopolitique majeure avec la Russie, en tout cas entre l'Union européenne et la Russie. Donc mon pronostic que je partage avec vous, et j'ai peut-être complètement tort, mais c'est en tout cas mon analyse de la situation, c'est que il n'y aura pas de dégradation comme DBRS qui a maintenu la notation de la Banque de la France. Eh bien, je pense que Fitch et Moody's maintiendront le 26 avril prochain la notation et la note AA de la France et de notre pays. Le gouvernement, à mon sens, joue à nous faire peur pour justifier des coupes budgétaires et la réduction des dépenses qui sont bien évidemment de toute manière nécessaires, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais en tout cas ça se discute et là encore il y a des alternatives et vous avez bien compris mon point de vue. Je suis intimement convaincu que les dépenses que nous faisons et la manière dont nous gérons notre pays est d'une absurdité totale, que nous le faisons extrêmement mal, que nous dépensons des fortunes pour rien, ça coûte un pognon de dingue et ça ne sert à rien. On n'est pas plus heureux aujourd'hui qu'on ne l'était hier ou avant-hier, et je peux vous dire moi qui ai 50 ans, eh bien on était beaucoup plus heureux quand j'avais 15 ans dans les années 90 qu'aujourd'hui. Donc vraiment, cette dépense publique, elle doit être passer à la paille de fer. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on ne doit pas, et vous connaissez l'importance que j'accorde à la démocratie, au dialogue et au fait d'évidemment débattre de manière extrêmement ouverte sur ce qu'on doit faire et pas faire. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est d'un immense débat sur le budget. Qu'est-ce qu'on paye pas, qu'est-ce qu'on paye plus, qu'est-ce qu'on veut augmenter, qu'est-ce qu'on veut faire baisser. C'est fondamental et ça, la réponse doit être collective. Voilà, la réponse doit être collective et si ça ne tenait qu'à moi, il y aurait même à la fin d'un immense débat un référendum pour que le peuple, les gens, parce que c'est l'argent des gens, c'est pas l'argent des ministres, c'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des citoyens et donc c'est aux citoyens de dire comment ils veulent dépenser leur budget. Et si les citoyens ont envie à la majorité de dépenser beaucoup plus en soins médicaux qu'en dépenses militaires, ce qui m'irait très bien, eh bien, les gouvernants, les dirigeants doivent accepter ça. Plus d'argent pour la vie, moins d'argent
pour la destruction de la vie. Après tout, c'est pas forcément mal. Ça veut pas dire qu'on ne se défend pas. Ça veut dire que on gère des priorités, il faut les gérer, ces priorités, et on peut raisonner comme ça sur tous les postes de dépenses. Plus d'argent pour l'éducation nationale, mais plus d'efficacité demandée aussi à l'éducation nationale, avec beaucoup plus de gens qui vont enseigner, et beaucoup moins de gens dans les bureaux, parce qu'on a la même chose dans l'éducation nationale que dans les hôpitaux. Hein. La masse salariale augmente, mais il n'y a que 50% des gens qui enseignent, quoi. Hein. D'accord, il y a 50% des gens qui... Non, il y a 30% des gens qui n'enseignent... Il n'y a que 30% des gens qui enseignent. Enfin bon, c'est des statistiques complètement délirantes quand on regarde en France. Non, c'est 50% des gens qui n'enseignent pas en France. Voilà. Donc c'est considérable, quoi. Hein, donc par rapport aux effectifs du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc ça, c'est ce qui nous manque et c'est ce qu'on devrait faire, ce grand débat. En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de dégradation à court terme. Ça veut dire que le sujet essentiel reste encore cette histoire de guerre avec la Russie, que cette histoire de guerre avec la Russie, c'est les intérêts supérieurs et les intérêts vitaux de l'Union européenne, de la France en dessous, du camp occidental de manière générale, et donc l'argent n'est que de l'intendance, donc l'intendance suivra à court terme. Je maintiens donc cette analyse qui dit que on ne sera pas dégradé, et DBRS nous a donné une première indication sur cette hypothèse-là. Il n'en demeure pas moins qu'à terme, à un moment donné, inévitablement, nous allons connaître une crise de la dette évidente, puisque nous avons tout simplement beaucoup trop de dettes, et qu'en réalité, vous avez bien compris que on ne pourra pas payer des intérêts à 100, 200, 300 milliards d'euros chaque année, puisque c'est quasiment le montant de notre budget. Donc ce sera tout simplement impossible, et la France sera en état de faillite. Maintenant, non. Plus tard, oui. On n'est donc pas en faillite tout de suite. La crise de la dette n'est pas pour tout de suite. De la même manière que la crise des finances publiques allait être pour après le Covid, c'était ce que je vous avais dit, hein, au moment du dégel, et bien là, on va avoir la même chose. Ce sera au moment du dégel, c'est-à-dire que ce qui va être dangereux pour les finances publiques, ce n'est pas la guerre, parce que pendant la guerre, vous aurez un quoi qu'il en coûte. Ce qui va être très difficile et très dangereux pour les finances publiques, c'est le retour de la paix, parce que là, il faudra payer et passer à la caisse. C'est exactement ce qui s'est passé avec Covid, quoi qu'il en coûte. Tout avait été mis entre parenthèses, et la guerre permet également de mettre tout entre parenthèses. Je pense que c'est ce qui va se passer d'ici le 26 avril prochain. Pour l'année prochaine, ce sera une autre paire de manches. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette crise de la dette qui va arriver, mais pas tout de suite, ce qui nous laisse le temps de nous préparer. Un petit doigt de schtroumpf, vous partagez cette vidéo aussi massivement que vous avez envie de le faire, et j'espère que vous serez nombreux à le faire. Inscrivez-vous, activez les notifications, rejoignez-moi sur le site Insolentiae. Ceux qui veulent s'abonner à la lettre stratégie, vous avez là-haut le petit i qui vous permet d'aller directement vous abonner et soutenir mon travail. Voilà les amis, passez un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT du Grenier. Prenez bien soin de vous, à bientôt.